Chères étudiantes et chers étudiants, voilà venu le temps de clore notre cours sur l'Europe au XIXe siècle par un 12e et ultime cours consacré à l'Europe en 1914 qui se veut à la fois tableau et bilan. J'avais démarré ce cours, vous vous en souvenez, par l'équivalent pour l'année 1815 au moment du congrès de Vienne et nous consacrons donc cet ultime cours à l'Europe à la veille de la Grande Guerre. Je vais vous présenter ce cours en 3 temps. Il y aura donc, comme vous en avez pris l'habitude, 3 petites vidéos d'une durée approximative chacune d'un quart d'heure, 20 minutes. Alors en 1914, et ce sera l'objet de la première vidéo, de la première partie de ce cours, l'Europe domine la planète par ses empires coloniaux, nous l'avons vu, par sa population, par sa culture, par ses produits, par ses capitaux. Je vous ferai ici un rappel de ce que nous avons vu au cours des séances précédentes. Cependant, dans un deuxième temps, je vous montrerai que l'Europe et sa domination présentent un certain nombre de signes de faiblesse. Cette domination est menacée en particulier par l'émergence de nouveaux concurrents, par le développement de la contestation chez les peuples colonisés, mais surtout par des rivalités qui sont de plus en plus vives entre les pays européens. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons l'histoire événementielle des derniers mois qui précèdent la Grande Guerre, puisque à l'été 1914, c'est, vous le savez, une crise de 6 semaines qui va précipiter l'Europe dans la guerre. Alors commençons sans plus tarder par, vous le voyez, une première partie sur ce plan que je vous présente pour en fait montrer l'apogée de la domination européenne. Et vous voyez que cette apogée, je vais vous la montrer en 3 temps. Tout d'abord une domination qui est une domination politique. Je vous montrerai ensuite que c'est une domination à la fois démographique et culturelle, mais qu'elle est également une domination économique et financière. Alors, nous avons vu encore une fois tout cela dans les cours qui précèdent, mais il s'agit ici de synthétiser les éléments que je vous ai présentés et de nous projeter dans l'année 1914 pour voir en fait l'ampleur, je dirais, de ces éléments. À la veille de la guerre, les Européens contrôlent directement, par leurs empires coloniaux, le tiers des terres émergées de la planète. Seuls, en fait, les Amériques, depuis les indépendances qui ont suivi justement le congrès de Vienne en 1815, seuls les Amériques leur échappent très largement. Ils y conservent néanmoins quelques territoires, le Canada, qui dépend du Royaume-Uni, qui est un dominion depuis 1867, les Guyanes, alors il y a une Guyane anglaise, il y a une Guyane française et il y a une Guyane néerlandaise. Et puis les Antilles, qui sont encore, pour certaines d'entre elles, pas toutes, certaines ont obtenu leur indépendance, mais pour plusieurs d'entre elles, eh bien, des possessions coloniales de l'Europe, intégrées d'ailleurs, dans le cas des Antilles françaises, très bien, je dirais, à la nation. À cette domination des Européens s'en ajoute une autre, indirecte celle-là, qui s'exerce sur la plupart des autres espaces et que l'on nomme parfois l'impérialisme informel. Alors attention, cette expression d'impérialisme informel n'est pas une expression de l'époque, c'est une expression utilisée par les Européens aujourd'hui pour caractériser cette forme de domination. En quoi consiste-t-elle, cette forme de domination qu'on appelle l'impérialisme informel? Eh bien, dans le fait que la majorité des pays d'Amérique du Sud, bien que indépendants, sont désormais dans l'orbite d'une puissance européenne, en l'occurrence la Grande-Bretagne. L'Empire perse, divisé en une zone d'influence russe et une zone d'influence anglaise, ressemble un petit peu à ce schéma. Quant à l'Empire ottoman, lui, nous l'avons vu, il est sous l'influence allemande. Des conseillers militaires allemands en particulier sont là pour encadrer cette armée turque, cette armée ottomane. Quant à la Chine, elle a dû concéder aux Européens des territoires à bail.
Alors, l'impérialisme informel va très loin, puisque je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la Grande-Bretagne, qui domine indirectement l'Amérique latine. Il faut savoir qu'en Argentine, par exemple, quand un gouvernement au XIXe siècle ose prendre des mesures qui sont défavorables à la Grande-Bretagne, eh bien, un coup d'État est organisé, et comme par hasard, un nouveau gouvernement prend la place du précédent, hostile à la Grande-Bretagne, et ce nouveau gouvernement, lui, en général, plus favorable. Mais ça n'est pas tout. L'Europe exporte également ses modèles politiques à travers toute la planète. J'évoquais tout à l'heure le Canada, Dominion britannique. Eh bien, lorsque un territoire accède au statut de Dominion, ça vaut aussi, pour, vous vous souvenez, pour l'Australie, on l'a dit, hein, pour la Nouvelle-Zélande et à la veille de la Grande Guerre pour l'Afrique du Sud, l'Union sud-africaine, eh bien, il copie le régime parlementaire britannique. Et dans la capitale de cet État, nous avons, à Ottawa par exemple pour le Canada, eh bien, des bâtiments qui ressemblent à Westminster, à Londres. Par ailleurs, la constitution japonaise de 1889, la constitution de Meiji, s'inspire très fortement du modèle prussien. Alors, deuxième sous-partie de ce grand 1, nous évoquons maintenant la domination démographique et culturelle. En 1914, plus d'un habitant de la Terre sur 4 est un Européen. Alors vous voyez l'ampleur de la progression. Vous vous souvenez que je vous avais dit dans le premier cours en 1815 que c'était environ un habitant de la Terre sur 5. Nous passons désormais à un habitant de la Terre sur 4. À aucun moment de l'histoire, de son histoire, eh bien, l'Europe n'a connu dans la population planétaire une proportion aussi forte. En outre, j'ajoute que de 1815 à 1914, plus de 40 millions d'Européens, vous vous en souvenez, sont partis peupler le monde entier. Tous ces hommes ainsi que leurs descendants contribuent au rayonnement de la culture européenne, mais ils ne sont pas pris en compte dans cette démographie que je viens de vous dresser. Alors, ils contribuent au rayonnement de la culture européenne. Ils ont, par exemple, fondé, puis perpétué, outre-mer, des sociétés semblables en tout point à celles de l'Europe. Des villes comme Buenos Aires en Argentine, Alger en Algérie française, Bombay en Inde britannique ou Sydney en Australie ont tout de la ville européenne. Regardez aujourd'hui, des films récents l'ont montré, la gare centrale de Bombay, elle ressemble à une gare d'une ville britannique du 19e siècle. Les Européens continuent dans ces territoires coloniaux, bien évidemment, d'y parler leur langue, d'y garder leur religion, d'y conserver leurs loisirs et d'une certaine façon, ils les importent dans les colonies et les peuples colonisés eh bien, vont s'accoutumer, alors la langue se l'approprier bien évidemment, mais s'accoutumer également eh bien, aux religions et puis aux loisirs des Européens. Dans les pays qui n'avaient pas de langage commun, où il y avait des dialectes divers qui étaient employés, eh bien, la langue du colonisateur s'impose d'autant plus facilement. Grâce au succès des missions religieuses, le christianisme s'étend à travers le monde au XIXe siècle. Les mœurs également, qu'on peut citer et qui viennent d'Europe, qui sont souvent, je vous le disais, adoptées par les autochtones, eh bien, y compris d'ailleurs dans des pays restés indépendants, jouent un grand rôle. Dans l'Empire turc, dans le Japon, dans la République de Chine, en 1911, elle est mise en place à ce moment-là, l'Empire chinois s'effondrant, eh bien, les dirigeants s'approprient par habitude la manière de se vêtir des Européens, le fameux costume à 3 pièces avec la cravate et parfois le haut de forme. Donc ces élites, en fait, je serais tenté de dire, singent la manière de s'habiller des Européens. Alors cependant, la domination culturelle de l'Europe se traduit par bien d'autres signes. Un exemple, parmi d'autres. Par testament, le Suédois Alfred Nobel,
qui est l'inventeur, vous le savez peut-être, de la dynamite, et qui culpabilisait d'une certaine façon d'avoir inventé cet explosif qui, à la base, servait dans les travaux publics pour creuser par exemple des tunnels, eh bien, a été détourné, vous le savez, à fin militaire, mais également dans des hold-up ou bien dans des attaques de train. On voit ça dans des films qui concernent le Far West. Eh bien, il a, cet Alfred Nobel, institué des prix qui portent son nom et qui sont destinés à récompenser chaque année les personnalités qui ont rendu des services à l'humanité, à la base dans 3 domaines scientifiques, en littérature, mais également en faveur de la paix. Alors il se trouve que ce cours que je vous donne, je l'enregistre le 10 décembre, et c'est traditionnellement le 10 décembre eh bien, que le jury Nobel proclame ses résultats. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que de la première attribution qui a lieu en 1901, à la suite donc du testament d'Alfred Nobel, à la veille de la Grande Guerre, en 1914, les Européens obtiennent 94,5% des prix Nobel qui sont attribués. Donc vous voyez l'importance que revêt, je dirais, la culture européenne, la science européenne, le poids de l'Europe dans le monde. J'ajoute que, hors quelques Américains, vous comptez dans le lot également un écrivain indien qui écrit en langue anglaise. Donc vous voyez que la proportion monte encore plus. Alors, troisième et dernier temps de cette première partie, la domination économique et financière. En 1914, l'organisation agricole de la planète, nous l'avons vu, demeure très largement centrée sur l'Europe. L'Europe tire aussi largement profit des ressources du restant du monde pour fabriquer ses produits industriels. Si les États-Unis sont devenus, nous l'avons vu, la première puissance industrielle de la planète, cela se situe dans les années 1880, à la fin des années 1880, l'Europe, quand on rassemble l'ensemble des pays européens, réalise encore 46% de la production industrielle de la planète. Et en termes de continent, l'Europe domine donc complètement l'ensemble des autres continents. Mais sa supériorité commerciale est encore plus nette. L'Europe, en effet, maîtrise à l'époque les transports et les circuits commerciaux internationaux. Elle possède 79% de la flotte marchande mondiale, et ceci grâce, il faut le dire, à l'écrasante supériorité britannique. Et elle possède également tous les plus grands ports de la planète, à l'exception de l'un d'entre eux, le port de New York, qui est en train de monter progressivement dans la hiérarchie mondiale. Et vous savez peut-être qu'au lendemain de la guerre de 14-18, eh bien, le port de New York s'imposera comme le plus grand port mondial. Ça n'est pas encore le cas. Le port de Londres domine encore en 1914. Et puis l'Europe, c'est le continent qui fixe la plupart des prix dans ses bourses de commerce. Si l'Europe voit sa part dans les échanges mondiaux régresser légèrement, elle assure encore en 1914, et le chiffre est tout à fait impressionnant, à elle seule, 62% de ces échanges planétaires. L'Europe est également la plus grande détentrice de capitaux et la plus forte investisseuse de la planète. Elle possède ainsi près de 60%, c'est gigantesque, du stock d'or planétaire. Et c'est peut-être ce chiffre qui vous marquera le plus et que vous pourrez donc retenir, elle détient, l'Europe, 88% des capitaux placés à l'étranger. En d'autres termes, par le biais de ses colonies, mais également, je le disais tout à l'heure, par le biais de l'impérialisme informel, et plus largement par sa domination économique, eh bien, elle domine la planète et elle réalise les infrastructures qui permettent de la moderniser. Je répète ce chiffre, il est impressionnant.
88% des capitaux placés à l'étranger en 1914 sont le fait des Européens. À la veille de la Grande Guerre, il faut le savoir, les États-Unis sont nettement débiteurs vis-à-vis de l'Europe. Et vous savez que la guerre de 14-18 va être un drame pour le continent européen, outre un drame démographique, un drame humain, un drame civilisationnel dans les mentalités. Et ça va être également un drame économique, puisque de créditeurs de la planète, et en particulier des États-Unis, eh bien, les Européens vont devenir débiteurs des États-Unis. Et les États-Unis s'imposeront, après la guerre de 14, comme la première puissance planétaire.